Merci d'être venu à ce rendez-vous républicain traditionnel depuis 2008 qui se tient aujourd'hui un dimanche 14 juillet. Donc merci pour votre courage pour affronter la chaleur et ce moment de convivialité. D'abord, quelques mots pour marquer ce moment. Depuis 2008, c'est donc la 12e édition de ce moment du 14 juillet que nous avons maintenu en toutes circonstances pour pouvoir honorer le premier acte républicain qui est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Le 14 juillet n'est une fête nationale que depuis le 14 juillet 1890, et d'ailleurs à l'époque, on ne voulait pas fêter le 14 juillet 1789, on fêtait le 14 juillet 1790, c'est-à-dire le jour de la fête de la Fédération, et donc qui marquait une conception de la République qui a été bien oubliée et sur laquelle on devra revenir dans les années qui viennent. Donc voilà, on vous a préparé une petite surprise entre guillemets. Ils ne sont pas là pour chanter. Voilà, on va essayer de donner un peu du relief à ce qui s'est passé pendant ce bel été 1789, où le peuple français s'est élevé au niveau de sa responsabilité historique et a fait faire un pas de géant à l'humanité tout entière. Cela a commencé effectivement par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Cela s'est suivi dans la fin du mois de juillet 89 par un mouvement qui cette fois-ci n'était pas des villes, des artisans, des ouvriers et des bourgeois des villes, mais qui était un mouvement des paysans, y compris ici à Grabel, pour obtenir que l'eau ne soit plus payante et gratuite, puisqu'elle était monopolisée par le noble local. Et ce mouvement des paysans va donner une ampleur extraordinaire à la Révolution française. Et ensuite, il va y avoir cette nuit mémorable du 4 août 1789, qui, contrairement à ce que pensent certains, aucune goutte de sang n'a été versée. Ce fut un grand moment de rassemblement, puisque l'Assemblée a décidé ce jour-là d'abolir tous les privilèges, et c'est un vote quasi unanime, puisque tous les nobles et tout le tiers-état ont voté pour. Il n'y a que la moitié du clergé qui s'y est opposé. Et l'abolition des privilèges était fixée dans le marbre à ce moment-là, non seulement comme une réalité, mais surtout comme une perspective sur laquelle nous continuons tous, les uns et les autres, à nous référer. Et ensuite, au mois de septembre, au 11 septembre, avant la fin de l'été, il y a la fameuse loi Mirabeau qui institue les communes libres, la liberté communale, la liberté d'administration communale, et qui va être un point d'appui ensuite pour l'action communale. Et puis, il y a le moment absolument central que constitue la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 21 et le 22 août 1789. Et ce texte, ces 17 articles qui ont fait l'objet de discussions, d'âpres discussions pendant tout le mois d'août, constituent quelque chose qui fait référence pour tous les Français, puisqu'il est à l'intérieur du préambule de notre Constitution. Et puis, nous nous y référons dans toutes nos décisions, les uns et les autres, depuis cette époque. Et il est composé de 17 articles. Ah, précisément. Voilà. Il est composé de 17... Allez, hop. Il est composé de 17 articles. Et chacun des élus qui sont ici vont vous lire le préambule, et chacun un article. Et je pense que c'est... comment dire, un moment pour nous de manifester ces 230 ans de l'été 1789. Allez, à vous la parole. Préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soit plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont tous également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il a été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Article 14.
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de le consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Et voilà, il faut les applaudir. Merci beaucoup. Donc quelques mots pour conclure ce moment. Il y a du travail, hein. Si vous avez écouté avec attention chaque article, vous pouvez arriver à la conclusion qu'ils ne sont pas vraiment mis en œuvre aujourd'hui, dans ce monde. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen constitue une référence pour toutes nos actions. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1er. Ça a été la base de la lutte contre toutes les discriminations. Et sous la Révolution française, ont ainsi pu acquérir la citoyenneté les Juifs, les protestants, qu'en étaient exclus. Sous la Révolution française, a pu être aboli l'esclavage, afin qu'il ne soit rétabli par Napoléon et à nouveau aboli le 10 mai 1848. Et nous avons ici toute une série d'autres combats auxquels on a fait allusion à chaque commémoration du 14 juillet, l'émancipation des femmes, la lutte contre les inégalités sociales, le fait que la pauvreté vous interdit d'être un citoyen, comme le disait Cambon, et toute une série d'autres aspects. Aujourd'hui, je voudrais juste mettre le focus sur un point qui a été abordé par les philosophes des Lumières et abordé dans la discussion de 1790. C'est la question des personnes qu'on qualifie aujourd'hui en situation de handicap. À l'époque, on parlait des infirmes, on parlait des fous. Et à partir du XVIe, XVIIe siècle, sous une influence autoritaire, on a décidé de mettre ces personnes isolées de la société. Et c'est parmi les philosophes des Lumières, que ce soit Voltaire, Rousseau, Diderot, ils sont revenus sur cette question et ils ont dit non, non. De la même manière que les esclaves sont des hommes égaux et qu'ils n'ont pas à être esclaves, les personnes qui sont en déficience physique ou psychique doivent être considérées comme des citoyens à part entière. La question a été reprise en 1790, et puisque j'ai cité tout à l'heure Cambon, ceux qui ont regardé les films 1789, Cambon est sur un fauteuil roulant. Et le débat a eu lieu pour dire nous devons donner la pleine citoyenneté à toutes les personnes qui sont infirmes, que ça soit d'origine physique ou psychique, que ça soit de naissance ou le fait de la vie et des accidents de la vie. Et donc c'est une référence qu'on oublie souvent. Et aujourd'hui, on voit que c'est un combat qu'il s'agit de mener tous, y compris la définition que nous donnons du handicap pose problème. Quand nous disons le handicap, c'est une déficience physique ou psychique. Cette définition qui part de l'état des gens ne me paraît pas suffisante. La définition du handicap qui prend du sens, qui amène d'ailleurs à ce que nous ne parlons plus de personnes handicapées, de personnes en situation de handicap, cela signifie que c'est la société et ses normes et sa façon de fonctionner qui met ces personnes en situation de handicap. Et donc le handicap, nous devons le définir de manière relationnelle. Et ce qui est essentiel, c'est la façon dont la société est animée par l'esprit d'égalité pour permettre à ces personnes de disposer des mêmes droits que tous les autres. Ce qui suppose des actions concrètes, mais qui suppose aussi toute une éducation, toute une façon de regarder les autres.
Je ne m'étendrai pas ici, passez pas le lieu, on n'utilise jamais le 14 juillet pour cela. Nous ne parlons pas des actions que nous menons en tant que municipalité. Mais je ferai une exception sur une qui a lieu cette année. C'est l'intégration dans l'école Jean Poncy, l'école maternelle Jean Poncy, d'une unité médicale spécialisée pour accueillir des enfants autistes, d'un autisme profond. Et nous avons tous travaillé, mais nous avions tous, y compris ceux qui ont mis en place cette unité, une petite inquiétude. Comment les réagir les autres enfants? Comment les réagir les parents? Est-ce que nous arriverions à faire que ces enfants, en étant traités de manière autonome et spécifique par des professionnels, pourraient commencer un peu à s'intégrer à la vie, à s'intégrer à la vie sociale, dans le plus jeune de leur âge, celui où l'action est encore possible? Et nous avions cette inquiétude. Et lors du bilan qui a été tiré lors du dernier conseil d'école, fin juin, les personnels ont expliqué des choses qui nous ont absolument ravis. Car effectivement, il y avait et il y a dans cette école, non seulement chez les adultes, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient personnels municipaux, mais il y a aussi du côté des enfants, une bienveillance naturelle pour aller vers ces enfants différents et s'occuper d'eux et les aider à jouer. Ce qui fait qu'au terme de cette année, sur ces 7 enfants, il y en a 2 qui vont pouvoir intégrer le parcours commun des autres classes dans le village où ils sont. Et ça, c'est une victoire considérable à laquelle on ne s'attendait pas. Donc ça, c'est le fruit d'une conception qui vise à donner les moyens matériels aux personnes en situation de handicap d'avoir les mêmes droits que les autres, mais aussi de faire que l'état d'esprit de tous change et que notre regard sur la différence se modifie et que par là même nous fassions vivre les principes d'égalité des droits. Voilà, on avait voulu souligner ce point ce matin. Vive le 14 juillet, vive les 230 ans de la Révolution française et rendez-vous l'année prochaine pour les 230 ans de la fête de la Fédération.